Voilà, je rappelle que nous recevons aujourd'hui Geneviève Brou. Geneviève Brou qui est une chanteuse de renom et son témoignage nous intéresse. Alors Geneviève Brou a eu une enfance normale, il faut le dire, oui. Mais les choses vont se gâter à son adolescence. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu votre adolescence? Bon ben, on va dire qu'à l'adolescence, mes parents ont déménagé puisque mon père était instituteur, donc on était plus à l'intérieur du pays. Et j'ai fait de la 6e jusqu'en 3e, j'étais chez les religieuses. Et puis voilà qu'on m'emmène à Abidjan, à Cocody en plus. À Cocody, en notre temps, à Cocody, c'était vraiment Cocody. Tout à fait. Et donc je vais me retrouver avec des amis, une bande d'amis. Et comme je faisais du taekwondo, donc avec des punchs, on était dans le quartier, on va dire on embrouillait un peu les autres. Et ça n'a rien à voir avec la Geneviève d'aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec la Geneviève d'aujourd'hui. Pour la petite histoire, un jour, j'étais à l'aéroport de Paris et puis voilà quelqu'un qui me salue, qui me dit « Tu me reconnais ?» Je lui ai dit non, il dit « Mais tu me frappais à l'école. » Je lui ai dit non, mais j'ai changé, je ne suis plus la même. Mais justement, qu'est-ce qui a suscité ce changement-là? Je veux dire, vous avez vécu votre crise d'adolescence, ce n'est pas un cas isolé, hein. C'était peut-être difficile. Vous avez rendu la vie dure à vos parents parce que vous étiez tout le temps dehors, vous étiez bagarreuse. Le changement, comment est-ce qu'il intervient? On va dire que le changement intervient à un moment où j'ai perdu des amis, hein. J'ai perdu des amis dans cet environnement, voilà, dans cette enfance, j'ai perdu des amis. Mais le changement va arriver à un moment où je dois justement passer le BTS et je me sens dépressive. Je sens que quelque chose me manque. D'abord, je sens que j'ai besoin de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais ça ne s'opère pas sur le champ. Ça ne s'opère pas sur le champ. Bon, on me pousse à prier, je dis, bon, je vais faire juste plaisir, entre guillemets, entrer juste à l'église pour faire plaisir. Mais c'est là-bas que le changement va s'opérer. Et comment? Le changement va s'opérer au cours d'une retraite. C'est vrai que je chantais, je suis entrée à l'église, je chantais, mais c'était du bout des lèvres. Et voilà qu'on va m'offrir un ticket pour aller à une retraite, je vais à la retraite. Mais j'avoue que je suis allée comme ça, pas vraiment parce que je voulais y aller. Mais c'est là-bas que ça va se opérer parce que je suivais tout ce qui se passait. Et moi, en tant que jeune fille, j'avais ma vie à moi. Et j'aimais la vie. Et on va dire que j'ai travaillé très tôt, donc j'avais ma maison, j'étais très autonome. Et donc, je vais me poser une question intérieure. Je me suis dit, mais est-ce qu'une jeune fille comme moi peut avoir une vie correcte? Bon, parce que vie correcte, pourquoi on m'emmène dans ce lieu? C'est parce qu'on a vraiment... Je me dis, tout le monde aspire à ce que ma vie change. Est-ce que je peux avoir une vie correcte? Mais je me suis posé la question intérieurement. Et puis, je retourne dans la salle le lendemain. La question que je me suis posée intérieurement est dévoilée. Hein, est dévoilée. Et c'est là que tout va changer. C'est là que je vais me rendre compte qu'en fait, je vivais, j'étais dans l'insouciance, mais il y a quelqu'un qui me connaissait. Il y a quelqu'un qui prenait soin de moi. Il y a quelqu'un qui veillait sur moi. Alors je me suis dit, non, attention, il faut que je change. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. La délivrance s'est opérée. La délivrance s'est opérée. Elle a été vraiment totale en 1997. Et là, vous nous avez dit que vous chantiez. Oui. Il paraît que vous aviez une voix très limpide, appréciée de tous. Oui, oui, oui. J'avais une voix très limpide. Je t'avoue, appréciée de tous. Donc, quand je devais chanter intérieurement, j'étais... comme on va dire, il y avait l'orgueil, parce que je savais que c'était moi et que tout le monde me suivait. C'était la star, quoi. C'était la star. Ah non, celle-là. Non, mais quand elle chante, non, mais sa voix est limpide et tout ça. Et voilà que, paf, un matin, je me lève, je commence à avoir une instinction de la voix. Tout doucement, et puis je commence à avoir du mal à parler. Et comment vous avez vécu ça? Je veux dire, pour quelqu'un qui était déjà au devant de la scène, apprécié pour son talent, pour son don. D'abord, vous étiez enseignante. Oui, vous étiez enseignante et vous chantiez aussi. Donc, vous étiez dans la chorale. Donc, vous utilisiez la voix dans l'exercice de vos deux fonctions. Alors, vous la perdez, cette voix-là. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? On va dire, côté chorale, c'était pour moi comme une humiliation. C'est vrai que je ne le présentais pas aux autres, mais intérieurement, je me sentais humiliée. Je me disais, mais c'est pas possible, on ne va plus me voir. Parce que vous savez, quand vous êtes vu par tout le monde, qu'à un moment donné,
on ne doit plus vous voir sur la scène, c'est très difficile. Ah, la gloire. Donc je me suis dit intérieurement, je me suis dit, mais on ne parlera plus de moi. Parce que là, je ne pouvais plus intervenir. Au niveau de l'école, vu que j'étais dans une école française de la place, donc le directeur avait fait un papier qu'on avait juste mis sur ma salle parce que j'enseignais, je formais les enfants à l'informatique. On avait essayé d'expliquer aux enfants, voilà, Geneviève ne peut plus parler correctement, donc ça sera par des signes. C'est pas grave. C'était à quel degré? Ah oui, c'était très fort parce que quand je parlais, est-ce que vous étiez carrément aphone ou on pas vous entendait à totalement, peine? mais on m'entendait à peine. Ah. Mais vous parliez d'une extinction progressive de la voix. Oui. Est-ce que c'était sans raison particulière ou bien vous avez été vous faire consulter? Vous saviez, d'après les médecins, la source de... Non, justement, je l'ai vécu, ça a été brutal. Oui, mais progressif. Vous avez parlé d'une extinction. Progressif, quand je dis progressif, donc vous avez eu le temps. C'est allé certainement très vite. Ça allait très vite. Quand je suis allée à l'hôpital, les médecins n'ont pas trouvé. Ils ne savaient pas ce que j'avais. Personne ne savait ce que j'avais. J'ai même fait une échographie. Qu'est-ce que vous avez bu la veille? Pour vous qui aimez la vie, ce jour. Violente question. Qu'est-ce que vous avez bu la veille? Non, c'est vrai que j'aimais la vie. On va dire, j'aimais danser. J'aimais beaucoup danser. Et j'aimais être heureuse. Je trouvais que être de l'autre côté, on va dire, à l'église, c'était s'enfermer, quand même. Hein. Donc, moi, j'aimais bien... c'est là-bas qu'il y a la vraie vie. Hein. Oui, c'est là-bas, mais il faut faire l'expérience pour savoir, ça. en fait. Donc, moi, juste après la chorale, bon, on va dire, on finit... Mais la veille, ce jour-là, la veille... La veille, non, je sais Il insiste, peux pas hein. te dire ce que j'ai pris. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est une épreuve. Et comme Dr Philo l'a dit, à un moment donné, tu as besoin d'être brisé dans ton orgueil, tu as besoin d'être brisé, fragilisé, pour comprendre que ce que tu as ne vient pas de toi. Mais au départ, je veux dire, quand c'est survenu, vous ne le preniez pas de la sorte, parce qu'il y avait la honte. Ah non, il y avait la honte, il y avait la honte. Vous vous sentiez humilié, je me sentais... comment les autres vont me regarder. Parce que là, maintenant, j'étais derrière, je j'étais plus devant. la star. Là, maintenant, je surveillais les sacs des autres. Là. Quand ils chantaient, moi, j'étais à côté des sacs. Je surveillais, j'étais plus devant. J'étais derrière. Ah, ça, c'est un gros enseignement. Oui, c'était difficile. Et je me suis dit, mais comment m'exprimer si je n'arrive plus à parler correctement? Alors, j'ai commencé maintenant à m'éduquer, à m'exprimer à l'intérieur, au fond de moi. Pendant que les autres chantaient, moi, c'était au fond de mon cœur que je m'exprimais. Même si on ne vous attendait pas? Même si on ne m'entendait pas. Chanter à l'intérieur. Oui, c'est possible. C'est possible. On veut, je veux dire, il y a certainement beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se posent la question. Je m'exprimais à l'intérieur de moi. D'aucuns diraient que tout le monde s'exprime à l'intérieur de soi. Mais quand vous le dites, vous faites allusion à quoi exactement? Qu'est-ce que vous développiez à l'intérieur de vous? En fait, à l'intérieur de moi, quand cette situation, je vais dire, d'humiliation, mais intérieure, intérieur, s'est passé, j'ai compris qu'en fait, d'abord, j'étais très orgueilleuse. J'ai compris cela. J'ai compris que j'étais très orgueilleuse. Et j'ai compris qu'en fait, j'aimais trop me faire voir. Mais ça, vous savez, quand c'est comme ça, on ne le dit pas aux autres. Mais ça se passe à l'intérieur de nous. C'est comme un bilan, c'est comme une lecture qu'on fait de soi-même. On se dit, mais attends, comment j'ai pu arriver à ce stade alors que j'étais promise pour une belle carrière, alors que des gens venaient simplement à l'église, il y a des gens qui venaient à l'église juste pour m'écouter. Et voilà qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai commencé pas à accuser les autres et je me dis, mais ça m'a formé. Ça fait que quand il y a une situation dans ma vie, je me dis, mais qu'est-ce que moi j'ai posé d'abord comme acte pour vivre cela avant d'accuser les autres? Donc ça creusait en moi et ça a permis une intimité vraie avec Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'expression, j'allais dire l'expression mélodieuse de tous les sentiments qui se bousculaient en vous, qui a fini par sortir un jour et donner la voix que nous avons. C'est ça. Alors, très rapidement, pour aller dans le sens du doyen, vous retrouvez la voix combien de temps après? Et est-ce que vous la retrouvez dans le même état? Non, justement. On va dire 4 à 5 mois après, je retrouve la voix, mais pas dans le même état. Et à quel prix surtout? Est-ce qu'il y a eu cette poursuite, cette recherche de solutions? Il y a eu une quête? Vous avez
tenté des médications ou d'autres moyens pour y arriver? Non, puis vu que les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais, donc ils ne pouvaient pas me traiter. Et je me suis dit, la seule solution, c'est de m'abandonner. C'est de m'abandonner et de marcher. Plus clairement, ça voudrait dire quoi? De m'abandonner au Seigneur, parce que j'ai compris, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai compris que j'étais orgueilleuse. Parce qu'on me voyait maintenant dans la chorale. J'ai compris aussi que je voulais être vue aussi, hein, parce qu'on a toujours envie de... même si on prend quelqu'un d'autre pour chanter intérieurement, tu te dis, ah, mais moi, j'aurais pu prendre ce cantique, pourquoi est-ce qu'on choisit? Donc, quand il t'arrête dans ce que tu fais et que tu te retrouves derrière, pas que tu n'as plus de voix. Donc là, tu ne peux pas chanter. Donc, ça permet aux autres aussi d'être révélés. Ça permet aussi... Ah, mais c'est comme ça. Mais c'est ça, c'est la vie. Voilà. Voilà. Et donc, quand je... Il y a tellement d'enseignements dans oui, cette ça épreuve permet que vous êtes aussi en train de oui, décrire, ça là. permet aux autres d'être révélés. Et quand je retrouve la voix, on va dire vraiment, ça a été un coup de grâce. Un coup de grâce. Je n'espérais plus retrouver la voix. Mais quand je l'ai retrouvée, c'est comme celle que vous entendez maintenant. C'est-à-dire qu'elle est revenue, elle est venue cassée. J'ai dit, mais attends, si la voix revient, elle est cassée, je suis foutue. Mais qui va vouloir écouter cette voix-là? Et la honte s'est amplifiée. Alors là, la honte s'est amplifiée. Je dis, mais quand on me dit, tu vas prendre tel cantique, je dis non. Je ne suis pas prête, je pense que je ne connais pas bien les couplets. Excusez-moi, hein, c'est vrai que l'épreuve vous a permis quand même de développer certaines facultés, mais le changement, il n'était pas total. Non. Parce que la réaction normale, c'est que quand la voix revient, déjà on commence à remercier celui qui a permis que la voix revienne. Ça, je l'ai fait. Mais là, en tant qu'être humain, ingrat que nous sommes, voilà. On se dit, mais pourquoi ma voix est revenue comme ça? Voilà. C'est pas ma voix d'avant qui est là. Quand la voix est revenue, on va dire j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, c'est vraiment une grâce de retrouver la voix, de pouvoir même mieux s'exprimer, de pouvoir travailler avec les enfants, de pouvoir chanter. Mais chanter comme si ce n'est plus la même chose. Parce qu'on lutte tous les jours, hein, quand bien même on a tout ce qu'on veut, on lutte pour pouvoir, je veux dire, être meilleur. Hein. On se dit, je dois être meilleur. Et quand ça revient, et que ça ne revient pas comme c'était avant, on se dit, ah, c'est vrai, je t'ai béni, mais ce que j'ai là, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que tu t'es pas trompé? Là, vraiment, c'est encore une souffrance parce que je dois affronter le regard des gens. Parce que ces personnes qui t'écoutaient avant, qui te disaient, ah, mais tu avais une belle voix. À la fin, tu as une belle voix. Ces personnes seront là, puis tu arrives, tu vas... Alors, dites-nous tout. Lorsque vous avez le courage d'affronter donc votre public, vous vous remettez devant la scène, que vous commencez à chanter, qu'est-ce que cela produit? C'est-à-dire, des gens se sont mis à pleurer. Parce que, comme j'ai dit, le fait de développer cette intimité intérieure va me pousser quand la voix est revenue. J'ai dit, mais c'est vrai qu'elle n'est plus revenue comme elle était. Mais j'ai vécu quelque chose. J'ai souffert. J'attendais un miracle. Et voilà que c'est venu. Donc moi, dans cette voix-là, dans ce que je veux exprimer, je dois exprimer toute ma vie. Je dois exprimer tout ce que je ressens. Donc du coup, je ne chantais plus par rapport aux gens qui m'écoutaient, mais je chantais par rapport à ce que moi, je vivais comme intimité avec Dieu. Oh là là. C'est encore mieux parce que j'ai comme l'impression que votre voix votre belle voix, est devenue une voix gracieuse qui véhicule maintenant des émotions. Alors qu'avant, c'était juste la mélodie. Voilà. Donc c'est... Elle était peut-être belle, mais très superficielle. C'est ça. Donc maintenant, elle est plus profonde. Tout à fait. Et elle est plus, j'allais dire, contagieuse. C'est-à-dire qu'elle envoie une émotion. Cette émotion atteint les cibles. C'est ça. C'est un peu ça. Vous savez chanter? Ou vous avez chanté par le passé? Parce que vous êtes J'ai chanté dans une chorale. Ah, d'accord. J'ai chanté pendant 20 ans. Wow. Dans une chorale. Rassurez-vous. J'ai chanté la basse. D'accord. La basse, c'était ceux qui sont derrière là. Ceux qui ne maîtrisent pas trop le texte. Tout ça, c'est pour me dire non. Caroline ne me fait pas chanter sur le plateau. Si tu... Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. D'accord, on le remettra. Moi, j'ai ma propre expérience. Je vais demander à notre invité, est-ce que la voix d'aujourd'hui
par rapport à si on veut mettre les deux voix dans la balance, qu'est-ce que vous préférez? Parce que moi, je suis beaucoup inquiet. Je vis avec une femme. Oui. Pourquoi je pose cette question? Parce que chaque fois, parce que vous, c'était un exercice interne qui était là. Ça veut dire que vous chantiez à l'intérieur et Dieu a fait surtout tout ça au Dieu. Et moi, ma femme, au Dieu, chaque fois quand je dis un truc, je me dis, le jour où tout ça là va sortir là, c'est quoi? Est-ce que, je vais voir en fonction de la réponse à votre question, dès que si c'est qui est dans son ventre, lui, ça va exploser. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Moi, docteur Philo, moi, en tout cas, je t'avoue que je préfère celle que j'ai maintenant. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi je préfère la voix que j'ai maintenant? Parce qu'elle montre toute ma fragilité. Elle me montre que je ne peux rien. Elle me montre qu'il y a quelqu'un qui fait tout à ma place. Une voix de grâce. C'est pas vous-même qui chantez alors? Non, je chante, mais j'exprime, moi quand je chante, j'exprime tout ce que je vis, même mes réalités. Oui, mes réalités parce que c'est pas seulement la voix qui est partie. Même le jour où vous n'avez pas mangé à la maison, vous le micro, je n'ai pas mangé à la maison. Non. Merci beaucoup. Docteur Philo, eh bien, vous avez parlé de réalité. Oui. Nous aussi, au sein de la RTI, au sein de la télévision, nous avons d'autres réalités. On ne peut pas faire de télévision sans pub. C'est pourquoi je vous invite tout de suite à la pub. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi, tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Nous sommes donc de retour sur le plateau de C-Midi. Juste avant la pub, nous échangions avec Geneviève Brou, chantre de son état, eh bien, qui avait auparavant une voix limpide. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, elle a été frappée par une extinction de la voix, qui plus tard, cette voix va se transformer et lui permettre de retrouver, sinon de trouver sa vocation. Geneviève Brou est avec nous. Les réactions du public nous intéressent. Dans quelques petits instants, nous allons recevoir donc notre Paulus qui s'apprête. Alors Geneviève, nous poursuivons notre entretien. Donc pour dire que entre-temps, vous vous êtes mariée, vous avez rencontré un monsieur. Les problèmes de santé vont-ils continuer ou s'arrêter? Les problèmes vont continuer, c'est-à-dire que je me suis mariée en 2006. Et quand on se marie, on aspire vraiment à une belle vie, on grossit là. Hein, parce qu'il y a la paix au cœur, on grossit. Et voilà qu'en 2007, mi-2007, je commence à me sentir mal. Donc je vais à l'hôpital. Au départ, on me disait non, c'est parce que tu faisais trop de missions, ton cerveau est surmené. Je dis, mais attends, surmené comment? Et puis voilà que je vais commencer la perte de poids, les yeux qui sortent. Et ça a été pénible. Ça a été pénible. C'est pourquoi je dis toujours à qui veut l'entendre que j'ai eu vraiment le meilleur des maris. Ah bon, hein? Oui, le meilleur des maris. Pourquoi? Parce que ça a été aussi une deuxième épreuve très difficile, pénible à vivre, vu que j'oubliais tout et que c'était des éclats de voix. J'étais la seule à crier. Hein. Lui, il ne criait pas parce que moi, je pense que c'est toujours bon de dire ce qu'on a vécu, être sincère. Et donc, comme j'oubliais tout, donc... même quand il me disait, mais c'est toi qui as mis le verre ici. Je dis, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis je me mets à crier. Vous étiez convaincue que c'était pas vous? J'étais convaincue, alors que c'était la maladie qui faisait cela. Et on va dire que c'est fin 2008 que la maladie a été découverte. Donc, durant une année, il a dû supporter cette situation. Et moi, me mirant, après l'extinction de la voix, je me marie, je suis heureuse, je me dis, bon, je suis vraiment bénie. Me voici toute maigre de 70 kilos, je me retrouve à 40. Donc, c'était difficile. Mais au cœur encore de cette épreuve, vu que j'avais déjà traversé l'autre qui m'avait emmené à garder cette intimité, cette expérience, on va dire, avec lui, j'ai pu tenir. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'on puisse le saluer parce qu'il est avec nous dans ce studio. Monsieur Brou. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vous êtes un bon exemple. Si tous les maris pouvaient se comporter de la sorte, enfin tous les conjoints, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà.
Et donc, on va vivre cette difficulté-là jusqu'en... C'est en 2009 que je vais commencer avec les premiers traitements à me retrouver tout doucement. Mais finalement, vous souffriez de quoi exactement? D'hyperthyroïdie. J'étais en hyperthyroïdie et quand on a découvert, en principe, le taux, c'est pour une femme, c'est de 9 à 19. Mais moi, j'étais à 119 dans mon sang. Donc, le taux était à un niveau très élevé. Mais quand on a découvert, on a commencé le traitement, j'avais plus encore la même forme et je savais que quand je me levais, voici une autre épreuve, les regards étaient sur moi. Quels sont les éléments qui déclenchent l'hyperthyroïdie pour ceux qui découvrent? Il y a plusieurs, hein, c'est ce que les médecins disent, mais je ne peux pas, moi, je ne peux pas te dire comment ça, qu'est-ce qui a provoqué le mien, mais il y a plusieurs cas. Alors, nous allons prendre maintenant les réactions du public. C'est pourquoi j'appelle ici Paulus Agathon. Jingle. Vos réactions vous intéressent avec Paulus Agathon. Voilà, on applaudit très fort Paulus Agathon qui fait donc son entrée sur le plateau de C'est Midi. Ça va, Paulus? Oui, ça va très bien. Bonjour Caroline, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Belle chemise, hein. Merci, merci. Et tu as vu, j'ai mis le dernier bouton, hein? Ouais, vous avez respecté... Et tu sais pourquoi? Non. En fait, j'ai vu mon maître de CP2 hier et il m'a dit, va me regarder aujourd'hui. C'est bon, je vous le sache, quoi. Elle est bonne, celle-là. Alors, Paulus... Alors, sur la page Facebook, déjà, on a les salutations d'un ami de Dr Philo. Il s'appelle Diallo Abdoul. Il regarde l'émission de Divo. Il dit, il est ton bon petit. Voilà. Un autre message, c'est celui de Dave Jam, voilà, c'est son nom. Il dit vraiment belle histoire. Cela explique le fait que parfois dans la vie, certaines choses nous arrivent pour nous permettre de mieux savoir où on va. Et une question de M. Firmin Naï. Il dit, après les tests à l'hôpital, les tests n'ont rien montré. Est-ce qu'à un moment, il vous est arrivé de penser que c'est un sort qu'une personne malsaine vous aurait jeté? On va dire que quand on est en Dieu, on ne peut pas directement penser à cela. Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis exprimée, j'ai dit que cette épreuve m'a permis moi-même de me remettre en question. Donc moi, je me base sur le fait que j'étais dans une épreuve que Dieu a permis pour corriger... Un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien, pour atteindre l'objectif que je vis aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il fallait, aujourd'hui, je vais dire... je ne dis pas que l'orgueil est totalement parti, mais je sais d'où je viens. Vous avez perdu 10 kilos d'orgueil au moins. Non, 10 kilos, je pense que j'en ai perdu... 30 au moins. 30 kilos d'orgueil. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Surtout que, vous voyez, avant, quand je chantais, je me retrouvais avec... il y avait un moment où on disait la messe des malades. Et quand je me retrouvais à cette messe, je parlais aux malades. Je leur disais non, ayez la force, croyez, mais je n'avais jamais fait l'expérience. C'est ça. Donc, tout ce que je disais... Je le disais comme ça, sans conviction. Mais quand moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai compris ce que quelqu'un qui est malade peut vivre. Donc, quand je chante, je sais ce que je dis parce que j'ai vécu cela. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, un dernier message, oui, celui de Fierté Lucie, c'est comme ça il s'appelle, hein, voilà. Il dit, c'est midi, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon, c'est lui qui a voulu que tu passes par là. C'était l'unique porte de ta réussite, donc courage à toi et je vous remercie. Merci. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci, ne partez pas trop vite. Alors, vous allez donc inviter le public à continuer de réagir sur les réseaux sociaux. C'est quoi le principe? Bah, le principe, il est simple. Vous ouvrez Facebook et vous tapez « C'est midi ». Vous allez trouver la page Facebook. Il suffit de commenter la publication avec l'intitulé « Vos réactions nous intéressent ». Et comme on est présent sur tous les réseaux sociaux, même sur Twitter, il suffit de mentionner le hashtag « C'est midi » dans vos publications, c'est-à-dire dièse « C'est midi ». Et puis moi, je récupère le tweet, je viens le lire. C'est facile. Tout simplement. Ouais. Facile, simple. Tranquille. Merci beaucoup, Paulus. Et à demain. Et voilà, alors très rapidement, je voudrais savoir, je veux dire, puisque la maladie a été découverte finalement et qu'elle était quand même grave, vous étiez aussi sous traitement, je veux dire, est-ce que le fait que vous soyez aujourd'hui une chanteuse, dont vous faites de la chanson votre métier, cela ne serait pas incompatible à votre état de santé? Non, pas pour moi. C'est vrai qu'il y a des moments où je me sens très épuisée, très fatiguée.
parce que je t'ai expliqué en coulisses un peu ce que je vis, mais c'est même pas un obstacle pour moi, pour la chanson, parce que je me dis, même quand tu as un handicap et que tu as un objectif, tu as une vision et que tu sais que tu dois l'atteindre, quels que soient les obstacles de la vie, tu atteins ta vision. Comme ça, quand un jour tu n'es plus sur la terre, tu sais que tu as atteint ta vision et tout le monde sait que tu es passé par là, que tu as été présente sur la terre et que tu as été un objet comment on dit ça, d'encouragement pour les autres. Et donc, moi, ça ne m'arrête pas. Alors, quand on exerce un art, ou disons un sacerdoce comme le vôtre, c'est-à-dire des sacerdoces qui exigent sur notre oralité, notre souffle, en général, on oublie la discipline sportive, l'exercice. Est-ce que vous avez une tradition de sport pour vous aider à être moins fatigué, à avoir un souffle? C'est une question. Non, je ris parce que... parce que ça nous arrive à tous. Hein. Oui, on oublie très souvent de pratiquer de l'exercice. Je ris parce que à chaque fois que je veux pratiquer l'exercice, je même dis à mon mari, il me faut un tapis, il me faut un tapis. Le tapis est venu, mais je n'ai pas le temps. Donc, j'ai compris. Je vous avoue que je ne fais pas d'exercice vocal. Je vous y encourage. Je vous y encourage. Si, je le fais par moment, mais là... je n'ai pas le temps de monter sur le tapis, mais je le fais par moment, et puis je me repose beaucoup aussi. Merci infiniment, merci beaucoup Geneviève Brault, on a été très très édifiés, enseignés aussi par votre témoignage, merci beaucoup, merci d'applaudir très fort. C'est donc la fin de notre entretien, chacun de nous pourrait donc en tirer les leçons